Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Aujourd'hui, c'est avec joie que j'accueille Madeleine Sama, thérapeute spécialisée en thérapie intégrative avancée AIT. Bonjour Madeleine et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline et merci de m'accueillir. Oui, avec grande joie. Alors, comme je viens de le mentionner, tu es thérapeute spécialisée en thérapie intégrative avancée, AIT, et tu disais aussi dans les coulisses que tu es ambassadrice française de cette méthode qui vient des États-Unis et qui permet de cibler et de déprogrammer les blocages émotionnels ou physiques en remontant à leur source consciente ou inconsciente. Est-ce que c'est ça? Mais c'est parfaitement ça, tu as tout compris. On va en parler plus en détail, mais oui, c'est exactement ça. Dans cet épisode, Madeleine, tu viens nous faire part de ton parcours, de ce qui va nous aider à comprendre comment est-ce que les abus, conscients ou inconscients, impactent toutes les dimensions de la vie des personnes qui ont pu vivre ça. Nom d'un clito. Interview. C'est quoi la thérapie intégrative avancée? Alors, la méthode AIT, si tu veux, elle va se caractériser de différentes façons. La première chose, je dirais que c'est une thérapie qui se pratique en 3 temps. On va commencer bien sûr par un blocage aujourd'hui, donc ça c'est le présent. Ce blocage, il peut être de tout type, physique, émotionnel, professionnel. Qu'est-ce qui se manifeste pour la personne en termes de blocage? Qu'est-ce qui est gênant? Ensuite, on va aller dans le passé. Ça, c'est le deuxième temps. On va aller chercher dans toutes les dimensions de l'être, et ça, c'est super intéressant dans cette méthode, c'est qu'on va aller chercher dans les mémoires conscientes, inconscientes, dans nos mémoires de notre vie, mais aussi au-delà, tu vois, dans le ventre de maman, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai ancré, avant ma conception, comment ça se passait au sein de ma famille, dans le transgénérationnel, etc., etc. Donc, on va aller vraiment explorer toutes ces mémoires pour aller identifier qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour cette personne, bah, il y a des éléments conscients ou inconscients qui alimentent le blocage. Et enfin, une fois qu'on a traité passé, présent, on va s'intéresser au futur, c'est-à-dire qu'on va programmer une information qui est beaucoup plus fluide, sereine et plus libre de tous ces blocages du passé. D'accord? Donc, on a déprogrammé le passé, le présent, toutes les informations dysfonctionnelles pour programmer une information plus fonctionnelle, plus positive dans l'énergie de la personne. D'accord? Cette déprogrammation, cette programmation, on s'aide des chakras. Les chakras, c'est comme des portes d'énergie. Quand tu te fais impacter par une émotion ou un événement ou un trauma, ça rentre, hop, ça te prend à la gorge, aux tripes, au cœur. Là, on va se servir des chakras comme porte de sortie pour lâcher les informations dysfonctionnelles. Ça peut être un trauma, ça peut être une croyance, ça peut être une peur, une angoisse. Tu vois, tout ça, c'est des informations qu'on va appeler dysfonctionnelles. Et on va les lâcher. Et ensuite, on va programmer inversement, toujours avec les chakras, une information plus positive. C'est passionnant de voir comment un événement peut être parfois amplifié par aussi tout ce qui se passe autour, puisque tu parles de transgénérationnel, de gestationnel, des choses qui viennent vraiment s'imprégner dans les mémoires cellulaires. Comment est-ce que on trouve les mémoires inconscientes qui sont logées en chacun de nous? Comment est-ce que toi, tu vas, paf, tu dis, ah, là, il y a un truc. Le premier temps, moi, je le consacre vraiment dans la finesse du questionnement. C'est-à-dire que je vais questionner la personne, mais très vite, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment en train de répondre avec son cerveau et avec sa mémoire,
mais qu'elle est en train de répondre avec un autre état de conscience à l'intérieur d'elle. Et puis ensuite, il y a une autre dimension, c'est que je vais la personne en ouverture à son inconscient. Ça ouvre une porte où l'inconscient va pouvoir lui livrer des messages qui sont parfois restés enfouis sous le tapis. Et je m'aide aussi du test musculaire. Le test musculaire, c'est comme un pendule, si tu veux, mais qui va être binaire, oui, non, oui, non. Et ça va nous permettre de naviguer de façon encore plus complémentaire et précise pour identifier les sources. Plus on va identifier les sources à un blocage de façon pertinente et précise, plus le nettoyage va être efficace derrière. Il y a aussi un point qui est intéressant puisque j'ai parfois des clientes qui arrivent en me disant « Oula, j'angoisse, je ne sais pas ce qu'on va trouver ». Faut se rassurer là-dessus parce que notre inconscient est vraiment bien fichu. Ce qui va remonter, c'est toujours ce qui est prêt à remonter. J'y vais pas si la personne n'est pas prête. On y va à son rythme et son inconscient la guide tout en douceur vers ce qui a besoin d'émerger. Alors justement, Madeleine, là on va parler de tout ce qui est mémoire d'abus ou d'abus qui ont été vécus, conscients ou inconscients. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que ces traumas peuvent influencer notre vie et comment est-ce que ça peut venir aussi influencer le rapport au corps physique? Est-ce que tu as des exemples? Les sujets d'abus, alors abus, un tout type d'abus, ça peut être un abus sexuel, ça peut être un viol, ça peut être un attouchement, ça peut être un abus même moral, hein, d'autorité par exemple. Tous ces types d'abus vont nous impacter très, très profondément. C'est des traumas qui sont vraiment lourds à porter. Et puis parfois, on se dit, ah oui, mais j'ai pas tout à fait été violée, c'est pas tout à fait un abus. Mais en fait, si, pour notre mémoire, il y a eu vraiment une blessure qui est profonde et qui est souvent en souffrance en nous. Et pour répondre à ta question, les traces, elles peuvent être de plein d'ordres différents. Une personne qui a subi un abus, son corps va, à un moment ou un autre, adopter une stratégie, on va dire, pour se protéger, pour ne plus que ça arrive. Je pense à de nombreuses clientes qui ont développé, par exemple, un surpoids pour être moins jolie, pour garder l'autre à distance, tu vois, pour vraiment compenser ce traumatisme via des kilos. Ça, c'est une réaction possible. Ça peut être l'inverse, ça peut être toute maigrichonne parce que j'ai envie de disparaître et d'être invisible et de ne pas qu'on me voit. Il peut y avoir aussi une sorte de dissociation. Alors là, c'est corps, énergie, mais mon âme, mon esprit n'est pas tout à fait en train d'habiter mon corps, où je suis coupée de mon corps, coupée de mes émotions. Et puis, au-delà du rapport au corps, on a des impacts sur la confiance en nous, sur quelle est ma place, sur un schéma aussi, parce que quand on a une faille d'abus à un moment dans notre vie, ben, si elle n'est pas refermée, cette faille, eh ben, on va bizarrement attirer des personnes toxiques à nouveau, ou un harcèlement au boulot, et on est avec ou un conjoint qui n'est pas super respectueux de nous. Et donc, finalement, cette faille, tant qu'elle n'est pas traitée, elle peut se reproduire de diverses façons dans différents contextes. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Est-ce que tu dirais que, étant donné que ça nous touche, nous, donc que ça touche un individu en particulier, que ça peut avoir un impact dans la relation ou sur les autres? Il y a peut-être plusieurs dimensions pour essayer de répondre à ta question. Bien sûr, si moi je souffre d'une blessure ou d'un trauma, bah, ça va impacter donc mon relationnel, ma posture face aux autres, d'accord? Donc si bah, ça va m'impacter dans mon couple, dans mes relations de travail, dans ma relation dans ma famille. Ça peut aussi être impactant, on parlait de transgénérationnel tout à l'heure. Imaginons si je porte des mémoires d'abus dans ma lignée de femmes, donc peut-être que ma mère ou ma grand-mère et ainsi de suite ont peut-être subi des abus et que je le porte moi aussi, ben, plus je vais le travailler et plus je vais me libérer de cette blessure, moins il y a de chances que ma ou mes filles le portent aussi. C'est des blessures qui peuvent se transmettre de génération en génération.
Quand on travaille notre posture, tu vois, qu'on répare la blessure, qu'on remet ce carcan de confiance en nous et cette lumière intérieure qui peut à nouveau rayonner comme elle se doit, mais en fait, ça joue aussi sur notre environnement humain parce qu'on va être dans une sorte de sécurité intérieure, de calme intérieur, de posture qui apaise tout autour de nous. Et puis parfois, ça peut nous libérer sans effort d'une relation toxique qu'on traînait depuis un moment sans forcément se rendre compte qu'elle était toxique ou sans trouver le courage de partir. Quand tu poses cette tranquillité à l'intérieur de toi, bah, les choses se réalignent dans ton environnement. En fait, les personnes qui vont nous faire subir ces abus, inconsciemment ressentent ça. Et ils sentent s'il y a une faille ou pas. Et plus on a travaillé nos failles, plus elles sont refermées, moins on est soumise au risque, on va dire. Et tu disais tout à l'heure que tu as des clientes et des clients. Je voulais te demander, te dire, bah, tu accompagnes aussi des hommes qui sont victimes d'abus. Et puis j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce mot de victime, ce statut de victime aussi, parce que ça peut être difficile à accepter. Euh, Est-ce que c'est une étape dans ta thérapie, le fait de faire accepter ou le fait de faire accueillir à l'autre, à ton client, ta cliente, qu'il ou elle est victime? Tu vois, quand tu travailles ce sujet-là, finalement, t'es plus dans rendre des comptes ou trouver qui est le coupable ou quoi. On est plus dans se libérer et retrouver notre propre pouvoir sur nous-mêmes, tu vois, de plus avoir été soumis à quelqu'un, au pouvoir de quelqu'un d'autre, mais retrouver notre propre pouvoir. Je suis dans mon espace, plus personne ne pourra enfreindre cet espace sans mon consentement et je sais aujourd'hui quels sont mes besoins, mes envies et je sais les affirmer et j'ose les verbaliser, les dire. Tu vois, on va être dans ce type d'énergie-là. Parce que le sujet, c'est pas ce qui s'est passé, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, c'en est fini d'être dans le rôle de la victime. C'est maintenant, je reprends les rênes de ma vie. Je fais en sorte que ça ne définit plus qui je suis aujourd'hui. Tu vois? Donc, on va vraiment axer sur aujourd'hui et demain même, hein, sur reprendre cet espace et ne plus laisser de pouvoir à cette situation sur qui je suis aujourd'hui. Et tu as dit deux choses, j'ai noté le mot consentement. La question que j'aimerais te poser par rapport à ça, par rapport au consentement, est-ce que tu peux remarquer que ces personnes qui ont été victimes d'abus, hommes, femmes, pourraient avoir une difficulté soit à dire non par la suite, ou au contraire, elles-mêmes à se mettre dans une position d'abuseur, si je peux utiliser ce mot-là, à pas forcément prendre en considération le consentement, puisqu'elles-mêmes n'ont n'ont pas été respectées là-dedans. Là, j'ai envie de dire que chaque inconscient, chaque personne avec son histoire et avec ses propres stratégies de défense va trouver la meilleure voie possible pour elle. On travaille aussi beaucoup la reconnexion, alors au corps, bien sûr, mais aussi à nos intuitions, à notre lumière intérieure, en fait, à notre petite voix intérieure. Parce que parfois, quand on a été, parfois même tout petit, embrouillé dans ce qui est bien ou pas bien de faire, ou dans l'autorité, elle est censée me protéger, mais en fait, c'est pas si cool que ça. Tu vois, ça met plein de brouilleurs dans nos capteurs. Et l'idée, c'est de revenir à moi, à l'intérieur, ce que je sens vraiment être juste ou pas juste pour moi. Et là, c'est aussi une nouvelle porte qui s'ouvre pour la personne parce qu'elle va être mieux connectée à son corps, à ses intuitions, à son oui, à son non intérieur, quoi. Et quand on entend le non intérieur, il est d'une telle puissance que, en fait, il n'y a plus de honte ou j'ai pas trop osé ou, tu vois, il est là, quoi. Et quand on l'entend, c'est un beau cadeau qu'on se fait de pouvoir reconnecter à ce oui, à ce non intérieur. Ça me fait dire aussi qu'à partir du moment où tu as pu reconnecter à ce non intérieur et puis que tu prends ta place par rapport à ça, bah, tu te respectes et plus tu te respectes, plus ça va comme un cercle vertueux finalement. Plus tu te respectes, plus tu vas oser dire non, prendre ta place, assumer. Quand tu parlais, il y avait une autre question.
Tu dis que parfois tes clientes, tes clients arrivent vers toi et puis ils viennent pour un blocage. Est-ce que ça arrive souvent que les personnes aient un choc tellement fort que, plac, il y a vraiment le cerveau, je sais même pas si c'est le cerveau archaïque ou quoi, qui fait son travail puis qui dit non, là, cette histoire, on veut plus, on veut même l'effacer, ça n'existe pas. Est-ce que ça arrive souvent? Alors, ça n'arrive pas en séance, mais c'est un fonctionnement que la personne a pu traverser, c'est-à-dire un déni, on l'a effacé, on l'a oublié, ou on va surtout pas y repenser, ou je veux surtout rien savoir parce que ça serait encore pire, etc. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand c'est inconscient, là je parle d'un abus complètement oublié, la personne va venir en séance sur un autre sujet ou sur le blocage aujourd'hui, hein, quel qu'il soit. Et elle va sentir au fond comme une petite voix, une intuition qui fait que, ah, il y a quelque chose. En fait, la personne le sait déjà avant même la séance. Tu sais, c'est comme quand ceux qui nous écoutent, s'ils entendent parler de ça, ils se disent, ah, putain, c'est marrant parce qu'en écoutant ce qu'elles disent, je me demande. Et puis ça pourrait peut-être expliquer le fait qu'il y a un truc à l'intérieur de moi que je sens pas tout à fait aligné juste, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais su pourquoi. Et quand il y a ce genre de petite voix à l'intérieur, il y a de grandes chances, alors pas toujours, hein, mais il y a de grandes chances qu'il y ait une mémoire enfouie. Quand en séance, on va aller connecter, on va laisser émerger les mémoires. Alors toutes les mémoires, on va pas forcément aller dire, allez, on va chercher du côté des abus, et certainement pas. En général, on laisse vraiment émerger de façon large ce qui peut venir. Mais au moment où ça vient, c'est quasi tout le temps vécu comme presque un soulagement, un allègement. Ah, c'est bon, je comprends les choses. Je... ça fait sens, quoi. Parce que il n'y avait rien de pire chez ces personnes, en général, de se dire, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Je ne comprends pas ce qui cloche chez moi, tu vois. Et l'autre question qui peut émaner ensuite, c'est, OK, on a identifié qu'il y a une mémoire d'abus, par exemple, entre l'âge de 2 et 3 ans. Et la personne va dire, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Alors, moi, ce que je réponds, c'est que le test musculaire, que cette mémoire cellulaire, on n'est pas là pour mener une enquête scientifique sur qui a fait quoi, quand, à quel moment. Mais s'il y a de la trace des mémoires cellulaires, c'est que pour la personne, c'est réel. Peu importe ce qui s'est passé de façon objective, en tout cas, pour elle, elle porte ce type de blessure, ce type de trauma. Puis parfois, c'est pas sur elle que c'est arrivé, mais par exemple sur sa mère ou sur sa grand-mère, comme on parlait tout à l'heure de transgénérationnel, et elle le vit comme si c'était arrivé pour elle parce que c'est dans les cellules, tu vois. Et donc, peu importe les faits, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est ce que ça génère chez la personne comme trace, et c'est ça qu'on va apaiser et nettoyer. Et on n'est pas là, voilà, pour mener cette enquête policière sur qui a fait quoi, chercher des preuves. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans, voilà ce que tu portes en toi. Et si c'est OK pour toi, on lâche ça une fois pour toutes et on libère. Nom d'un clito. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Je me rends compte que j'ai fait une méga digression parce que je parlais des hommes. Et tout ce qu'on se dit, ça applique aussi aux hommes, hein. Effectivement. Euh, la question que je voulais te poser, c'est, on parlera plus facilement d'abus sur une femme que sur un homme. Comment est-ce qu'un homme, quand il découvre qu'il a été abusé, va réagir? Parce que je peux imaginer, et encore je suis pas un homme, mais peut-être que certains hommes t'ont fait des confidences par rapport à ça, alors sans trahir le secret professionnel, mais comment est-ce qu'ils se sentent dans leur posture d'homme, de l'homme qui doit être normalement viril, puissant, comment est-ce qu'il réagit? Des exemples qui me viennent des clients hommes qui ont subi un abus, c'est des hommes très, très masculins, très yang, tu vois, qui vont être dans une posture d'autorité, mais douce, tu vois. Je sens pas l'abusé, abuseur, tu vois.
Après, parfois, il peut y avoir des maladresses en termes, par exemple, je sais pas moi, dans des contextes de vie où ils vont être un petit peu trop push. Par exemple, là, je parle de ce profil-là. Ils vont essayer tant bien que mal de tenir la baraque sur leur virilité, tout en étant quand même à l'écoute, en douceur. Mais ça demande une vigilance intérieure. Et quand on lâche l'abus, ça va être plus posé, plus doux, moins réfléchi. Alors quand je dis réfléchi, hein, tu vois, tout ça étant inconscient, mais fluide, quoi, moins torturé à l'intérieur. Inversement, tu peux avoir des profils qui peuvent être très à l'écoute, justement, très yin, donc yin dans l'énergie du féminin, et qui vont être ouais, dans cette vulnérabilité, cette fragilité, mais aussi cette écoute, cette sensibilité. Mais j'ai du mal à te donner une tendance générale pour les hommes, parce que, encore une fois, chacun va réagir avec qui il est déjà de nature, plus que les événements, comment ça s'est passé, à quel âge ça s'est passé, avec qui ça s'est passé. Tu vois, tout ça va être tellement de paramètres que la personne va pouvoir se construire tant bien que mal, comme elle peut, quoi, hein. Et il n'y a pas forcément de règles. Là, tu as pu parler de ce que tu fais, de comment tu accompagnes les hommes, les femmes. Dans l'ensemble, quel message, toi, message d'espoir, tu aurais envie de transmettre à celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent se sentir bloqués, traumatisés dans leur vie, dans ce qui se passe pour eux. Parfois, il peut même y avoir un plafond de verre, le fameux. Quel message tu aurais envie de donner à ces personnes? Ben, le message d'espoir, c'est que c'est pas une fatalité que de subir ce plafond de verre, ce carcan, cette quête de place, ou ce manque de confiance en nous, ou nos kilos. Tu vois, toutes ces petites couches de mal-être, ça ne doit pas rester une fatalité, parce que parfois on se dit, ah, bah, de toute façon, c'est trop tard pour moi, ou c'est impossible de guérir, ou etc., etc. Et lâcher cette idée de fatalité. Si vous ressentez qu'il y a un appel à l'intérieur de vous sur moi, je sens que je peux être plus libre par rapport à ce blocage, je sens que je peux avancer plus librement, mais je ne sais pas comment, bah, écoutez votre intuition, vos ressentis sur voilà comment j'ai envie d'être accompagnée, parce que souvent être accompagnée, c'est vrai que ça fait gagner du temps. Et sachez que c'est des traumas parfois très lourds, très ancrés, mais qui peuvent se libérer en très peu de temps. Écoutez votre intuition, ressentez ce oui et ce non intérieur qui peut vous guider vers les bonnes personnes, qui peut vous guider vers les bonnes approches qui vous correspondent à vous. Prenez ce temps-là, quand vous nous écoutez, de cerner, de sentir s'il y a cet appel et vers où ça vous mène. Et prenez le temps d'écouter cette petite voix qui est déjà la voix de votre inconscient et qui vous guide vers quelque chose de plus doux et plus fluide, hein, puisqu'on est vraiment tous sur Terre pour faire l'expérience d'une vie de plus en plus douce, de plus en plus fluide. Oui, c'est vrai que chacun a ce droit à vraiment se libérer, à être libre, à, à se sentir bien et puis à pouvoir vivre sa vie pleinement et prendre sa place, sa juste place. Quel programme, quels accompagnements est-ce que toi tu proposes, Madeleine? Bien sûr, je propose des accompagnements en individuel, tout se fait en visio. Et je propose aussi des ateliers thématiques, hein, donc, bon, il y a plusieurs thématiques et là, c'est en collectif. Et j'accompagne aussi les personnes à se reconnecter à leurs intuitions, à ce oui et ce non intérieur. Donc là, c'est un programme de plusieurs mois en collectif où vraiment on va aller réouvrir la porte qu'on a parfois un petit peu fermée ou juste entrouverte de la connexion aux intuitions, aux messages qu'on peut recevoir de notre corps, de notre âme, au-delà. Tu vois, tout cet environnement énergétique, comment ressentir les choses. Donc ça aussi, c'est un programme sympa qui ouvre la deuxième année consécutive, mi-octobre, il ouvre. Voilà, programme intelligence intuitive. Et bien sûr, on peut trouver toutes ces informations sur tes réseaux, sites internet, et j'ai mis, je mets le lien dans la description de l'épisode pour que les auditeurs, auditrices qui souhaitent te contacter puissent te retrouver et en savoir un petit peu plus sur toi. Avec grand plaisir. Merci pour tout ça, Céline. Merci à toi aussi, Madeleine, pour ta participation. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte.
Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!